Bienvenue dans cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on aborde une question assez fréquente sur le marché du travail. On dit souvent, vous savez, que tout le monde est employable. Mais bon, dans la réalité, beaucoup de candidatures échouent. Alors, pourquoi ce décalage? Hmm. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va s'appuyer sur une analyse intéressante du repère des CIP. Ils ont justement tenté de démêler cette apparente contradiction. Notre but aujourd'hui, décortiquer un peu cette analyse, comprendre les différentes facettes de l'employabilité et les raisons pour lesquelles parfois même des gens compétents n'obtiennent pas le poste. Bon, allons-y. Alors cette idée que tout le monde est employable, c'est vrai que ça sonne bien, mais l'analyse du repère des CIP, elle nous dit de regarder un peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment être employable? Juste avoir le bon diplôme? Les bonnes compétences techniques? C'est une excellente question pour commencer, oui. Et l'analyse, elle insiste bien là-dessus, hein. Réduire l'employabilité aux seules compétences techniques, les hard skills comme on dit, ce serait une erreur. C'est beaucoup plus large en fait. C'est un ensemble de dimensions. D'accord. Premièrement, il y a les compétences comportementales, les fameuses soft skills. Elles sont mises en avant comme absolument cruciales. On ne parle pas juste d'être sympa, hein. Non, bien sûr. Non, on parle de la capacité réelle à bien travailler en équipe, à communiquer clairement, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, à résoudre des problèmes ensemble, et aussi, un point important, à comprendre et puis à s'adapter à la culture d'une entreprise donnée. Mhm. L'analyse suggère que ça, c'est de plus en plus décisif, parce que ça influence directement la cohésion de l'équipe, l'ambiance générale, quoi. Oui, je vois. Deuxièmement, il y a l'expérience professionnelle. Ça reste un facteur clé. L'étude le note bien. Les employeurs, ils cherchent souvent une expérience, pas seulement une expérience tout court, mais une expérience pertinente pour le poste. Logique, oui. Oui, c'est logique d'un point de vue purement opérationnel. Mais du coup, ça met les jeunes diplômés, ou même ceux qui se reconvertissent, dans une position un peu plus délicate. Même s'ils ont une super formation. C'est un vrai défi pour eux. Exactement. Et puis, enfin, il y a un troisième pilier identifié, la motivation et l'attitude. L'engagement, la proactivité, la curiosité, l'envie d'apprendre, tout ça, ce sont des moteurs très forts pour la performance au travail. Hmm. Mais le vrai défi, et l'analyse insiste là-dessus, c'est que ces aspects-là sont particulièrement difficiles à évaluer de manière fiable, juste avec un CV ou une lettre de motivation classique. D'accord. Donc, si je résume bien, ce que montre l'analyse, c'est qu'avoir les compétences sur le papier, ça ne fait pas tout. Loin de là. Si le savoir-être, la pertinence de l'expérience ou cette étincelle de motivation ne sont pas perçus par le recruteur, C'est ça. le potentiel employable de la personne, il risque de pas se transformer en embauche réelle. C'est un peu comme avoir les bons ingrédients, mais pas savoir les assembler comme le chef le voudrait, quoi. C'est une bonne image, oui. En partant de là, même quelqu'un qui, sur le papier, semble cocher toutes les cases, compétences, savoir-être, motivation, peut quand même se voir refuser. Alors, quels sont les obstacles concrets que l'analyse du repère des CIP identifiait pour expliquer ça? Oui, effectivement. Le processus de recrutement lui-même, il a ses propres filtres, ses obstacles qui peuvent écarter des candidats, pourtant valables. L'analyse en détaille plusieurs. D'abord, il y a ce double problème de la qualification. Ah oui, hein? Oui, être sous-qualifié, bon, ça, c'est un frein évident, on s'en doute, mais être perçu comme surqualifié, ça l'est aussi. Et ça, c'est peut-être moins intuitif pour certains. Expliquez-nous un peu ça. Alors, dans le cas de la surqualification, l'étude suggère que l'employeur a plusieurs craintes. Peur que le candidat s'ennuie vite, se désengage, Hmm. qu'il voit le poste juste comme un tremplin rapide vers autre chose, ou même qu'il ait des attentes salariales trop élevées plus tard. Finalement, embaucher quelqu'un de surqualifié, ça peut être vu comme un risque en termes de fidélisation. D'accord, je vois le raisonnement. C'est un pari sur le long terme. Requises ne sont pas là, même la plus grande motivation du monde ne suffira pas toujours à compenser. En tout cas, pas pour ce poste précis à ce moment-là. Il y a un seuil, un minimum jugé nécessaire pour être opérationnel rapidement. Il faut donc un alignement assez précis finalement entre le profil du candidat et le poste. Ni trop au-dessus, ni trop en dessous des attentes définies. Mais j'imagine que ce n'est pas le seul obstacle. Il y a d'autres choses. Non, non, loin de là. L'analyse pointe un facteur structurel majeur, l'intensité de la concurrence.
C'est énorme parfois. Ah oui, le nombre de candidatures. Exactement. Pour un seul poste, surtout s'il est un peu attractif ou largement diffusé, l'entreprise peut recevoir des centaines, parfois même des milliers de CV. Face à un tel volume, ils sont obligés d'appliquer des critères de tri assez stricts au début. C'est juste une nécessité pratique. Pour gérer le flux. Voilà. Et ces critères, ils peuvent être très spécifiques. La maîtrise absolument parfaite d'un logiciel un peu rare, un nombre précis d'années d'expérience dans un secteur très pointu, un diplôme très particulier. Ce que dit l'analyse, c'est que même des candidats qui sont tout à fait compétents, employables au sens large, peuvent se faire écarter très très tôt dans le processus, simplement parce qu'ils ne cochent pas cette case très spécifique du premier filtre. Souvent, c'est même traité automatiquement ou très rapidement. C'est assez décourageant comme perspective pour un candidat, ça. On peut avoir le bon profil global, mais être éliminé pour un détail manquant, sans même avoir eu la chance de s'expliquer ou de défendre sa candidature plus loin. C'est une réalité du marché que décrit bien l'analyse. Et ça nous amène à un autre point soulevé, l'influence de facteurs, disons, plus subjectifs dans la décision finale. Au-delà des compétences et de l'expérience qu'on peut vérifier, les perceptions, les affinités, ça peut jouer un rôle, parfois non négligeable. Les biais, peut-être? L'analyse suggère que les recruteurs, comme tout le monde en fait, peuvent être influencés par des éléments qui n'ont pas de lien direct avec les compétences pour le poste, des critères non objectifs liés au parcours, à la façon de parler ou à d'autres aspects personnels. Parfois, même sans intention délibérée, ça peut orienter une décision en faveur d'un candidat plutôt qu'un autre, même si sur le papier, ils ont les mêmes compétences. Ça peut expliquer certains refus qui semblent difficiles à comprendre autrement. Ça souligne vraiment l'importance d'avoir des processus de recrutement qui soient les plus structurés et objectifs possibles, pour essayer de limiter l'impact de ces facteurs un peu aléatoires. Tout à fait. Et ça fait le lien avec un dernier point crucial que mentionne l'analyse, les attentes spécifiques de chaque employeur et la recherche de ce qu'on appelle souvent l'adéquation culturelle ou le culture fit. Ah, le fameux culture fit. Oui, chaque entreprise a son histoire, ses valeurs, ses façons de fonctionner, parfois implicites, et elle cherche des personnes qui semblent pouvoir s'y intégrer harmonieusement. Et en plus, ces attentes, elles ne sont pas gravées dans le marbre. L'analyse note bien qu'elles évoluent avec les transformations du marché, les nouvelles technologies, les changements de stratégie de l'entreprise. Bien sûr. Ce qui était une compétence essentielle hier peut devenir secondaire demain. Et inversement. Donc ça demande une certaine adaptabilité et une veille constante. Des deux côtés d'ailleurs, candidat comme employeur. Cette notion d'adéquation culturelle, elle est vraiment intéressante. Si on va au-delà des compétences pures, comment les entreprises essayent d'évaluer ça? Est-ce que le candidat va, comme on dit, coller à l'équipe, à l'organisation? Est-ce que l'analyse du repère des cibles donne des exemples concrets de méthodes? Oui, l'analyse se penche sur les différentes méthodes utilisées pour essayer de mesurer cette compatibilité. C'est d'ailleurs assez fascinant de voir la diversité des approches. Même si, leur efficacité réelle peut être débattue. L'étude en liste plusieurs grandes catégories. D'accord, je suis curieux de savoir. Alors, une première catégorie, ce sont les techniques d'entretien plus poussées. On dépasse le simple «parlez-moi de vous», par exemple, les entretiens comportementaux. Là, on demande aux candidats de décrire des situations passées très précises. Racontez-moi une fois où vous avez eu un gros désaccord avec un collègue, comment vous avez géré ça, ou décrivez un projet où vous avez dû prendre une initiative importante. Mhm. L'idée derrière, c'est que les comportements passés sont de bons indicateurs des comportements futurs. On trouve aussi les questions situationnelles. Imaginez que vous soyez face à ce type de problème X qui arrive souvent chez nous, comment vous feriez? On essaie de voir la personne en action, en quelque sorte. Même si c'est à travers ce qu'elle raconte ou imagine, ça semble plus concret que juste une liste de qualités, c'est sûr. Précisément, une deuxième catégorie, ce sont les évaluations un peu plus formelles. L'analyse mentionne l'utilisation de tests de personnalité, type Big Five par exemple, ou des questionnaires qui ciblent spécifiquement les valeurs professionnelles. D'accord. L'objectif, c'est de comparer le profil du candidat avec les valeurs que l'entreprise affiche ou recherche. Bon, évidemment, l'interprétation de ces tests demande beaucoup de prudence et d'expertise. Oui, j'imagine. Troisième approche, la mise en situation, qu'elle soit réelle ou simulée.
Ça peut être une étude de cas à résoudre, qui est typique des problèmes de l'entreprise, ou alors des exercices de groupe où l'on observe directement comment le candidat interagit, communique, collabore avec d'autres, parfois même avec ses futurs collègues potentiels. Là, on est moins dans ce que la personne dit d'elle-même et plus dans ce qu'on observe directement de son comportement. C'est intéressant. Tout à fait. Ensuite, une méthode plus classique, mais toujours très utilisée, la vérification des références. Contacter les anciens employeurs, les anciens managers ou collègues. Oui. Pour avoir leur avis sur l'intégration du candidat, sa fiabilité, son style de travail. C'est une source d'infos en plus. Mais là aussi, il faut prendre ça avec un certain recul sur la subjectivité possible des retours. Bien sûr, ça dépend beaucoup de la relation passée. Exactement. Et enfin, l'analyse souligne l'importance croissante d'impliquer les équipes opérationnelles dans le processus de recrutement. Faire rencontrer le candidat à ses futurs collègues, à son futur manager direct, et tenir compte de leur ressenti sur sa capacité à travailler avec eux, à s'intégrer. C'est une pratique de plus en plus fréquente pour évaluer cette fameuse adéquation. On voit qu'il y a vraiment tout un arsenal de méthodes, en fait. L'objectif affiché, c'est souvent de créer des équipes plus soudées, un environnement de travail plus agréable et, on imagine, plus performant. Mais cette évaluation de l'adéquation, est-ce que l'analyse pointe aussi des difficultés ou des risques? Par exemple, le risque de finir par ne recruter que des gens qui se ressemblent tous. C'est un point de vigilance très important qui est soulevé par l'analyse, oui. Si cette recherche d'adéquation culturelle est mal comprise ou si elle est appliquée de manière trop rigide, elle peut effectivement mener à privilégier la similarité plutôt que la complémentarité. Le clonage, en quelque sorte. Exactement. Le risque, c'est de créer des équipes très homogènes, où tout le monde pense un peu pareil. Et ça peut être mauvais pour l'innovation, pour la capacité de l'entreprise à s'adapter au changement. Trouver le juste équilibre entre la cohésion nécessaire et la diversité enrichissante des profils, c'est un défi majeur qui est mentionné. Bien. Bon, si on essaie de faire une synthèse de tout ça. L'idée de départ, tout le monde est employable, elle contient une part de vérité sur le potentiel de chacun, oui, mais l'analyse du repère des CIP nous montre bien que l'accès réel à un emploi donné, ça dépend d'une foule de facteurs qui vont bien au-delà des seules compétences techniques qu'on a au départ. C'est exactement vers ça que l'analyse nous conduit. La complexité du processus. Il n'y a pas de réponse simple, pas de solution miracle. Et si on élargit un peu la perspective, comme le suggère l'étude, ça implique d'agir à différents niveaux. Du côté de la formation, par exemple, que ce soit initiale ou continue, il y a un vrai enjeu à mieux préparer les gens, pas seulement sur les compétences techniques, mais aussi sur le savoir-être, la compréhension des codes de l'entreprise, et puis sur leur capacité à expliquer leurs propres valeurs, y compris leur expérience et leur motivation. Savoir se vendre, en quelque sorte, mais de manière authentique. C'est un peu ça, oui. Et puis, du côté des entreprises, du recrutement, l'analyse insiste sur la nécessité d'aller au-delà des critères les plus évidents. Savoir détecter le potentiel, peut-être valoriser des parcours un peu moins linéaires. Et surtout, structurer les processus d'évaluation pour qu'ils soient le plus objectifs et pertinents possible par rapport à ce que le poste demande vraiment, tout en étant conscient des facteurs subjectifs qui peuvent toujours s'immiscer. L'objectif final étant de trouver la meilleure adéquation possible, qui soit bénéfique et pour le candidat et pour l'entreprise. Une sorte de gagnant-gagnant. Voilà. En fin de compte, une approche qui reconnaît cette complexité et qui essaye de mieux faire correspondre les potentiels et les besoins, c'est présenté comme étant bénéfique non seulement pour les personnes, mais aussi pour la performance globale des entreprises et l'efficacité du marché du travail dans son ensemble. Bon, cette exploration détaillée basée sur l'analyse du repère des CIP, elle nous laisse avec une dernière question peut-être. Une piste de réflexion pour chacun. D'un côté, pour quelqu'un qui cherche un emploi, comment faire pour mieux montrer ces aspects moins tangibles? Le savoir-être, l'adaptabilité, la motivation profonde, tout ce qui fait souvent la différence au-delà du CV. Et puis, de l'autre côté, pour les entreprises, comment continuer à affiner ces méthodes d'évaluation de l'adéquation pour que ce soit un vrai outil qui aide à construire des équipes performantes et inclusives, sans pour autant fermer la porte à des talents qui sortiraient un peu des sentiers battus. C'est sans doute une réflexion essentielle pour rendre le marché du travail plus fluide et mieux connecter tous les potentiels aux opportunités qui existent.